donc le 3 mai. J'aimerais commencer par une nouvelle exploration qui sera qui se déroulera sous la thématique du voyage, carnet du voyage immobile. C'est une chose à laquelle j'ai pensé il y a déjà un moment, et le voyage immobile, ce n'est pas la première fois que j'en traite, mais carnet, donc ça permet de faire une sorte de chronique, une sorte, voilà, quelque chose qui se déroulerait sur une certaine durée de temps. Tout cela est à voir. Je peux pas dire que je vais prolonger ce travail, mais on sait jamais. Donc, carnet du voyage immobile, ça mérite d'être écrit plutôt que parlé, plutôt que énoncé de cette façon. Mais c'est comme ça. L'écriture est une chose qui demande un effort certain, tandis que l'oralité, elle demande un certain effort. Donc, ce n'est pas la même, comment dire, ce n'est pas le même ordre d'exigence. En tout cas, on peut dire quelque chose d'à peu près qui se défendrait à peu près, mais quand on écrit, alors là, il faut écrire des choses avec beaucoup de, il faut écrire équilibré, il faut tenir compte que le livre, en fait, s'il est publié, il sera dans cet état pendant longtemps, qu'on ne peut pas le reprendre pour le corriger, tandis qu'une parole, on peut revenir dessus, on peut presque la démantibuler, voilà. Donc, carnet du voyage immobile, et pourquoi? C'est une coïncidence, je cherche dans mes papiers, puis je trouve cette proposition qui date déjà de quelque temps. Et puis le voyage immobile, j'ai cru le voir chez quelqu'un. Bon, c'est quelque chose, j'avais l'impression que c'est quelque chose qui m'appartenait comme concept. Ben non, je n'en ai pas déposé le brevet, ou alors, moi aussi, je l'ai emprunté à quelqu'un. Voyage immobile, pour décrire un état personnel, mais aussi un état intellectuel, un état même, on pourrait dire même spirituel, un état métaphysique, voilà. On est dans pourquoi il y a une sorte d'oxymore, justement, dans cette histoire-là. J'ai bien placé le mot oxymore, j'allais me rabattre sur paradoxe, mais en fait, c'est un oxymore. Donc, un voyage, c'est mobile, hein, ce n'est pas dans l'immobilité. Et pourtant, on voyage. Donc, tout simplement, on ne cesse de se déplacer dans le temps et dans l'espace. Évidemment, aujourd'hui, avec les moyens avec les documentaires, avec toutes sortes d'images, on se déplace, réellement. On accompagne des gens pendant une partie de leur vie, en tout cas, ce que le montage laisse voir, évidemment. Ce n'est pas exactement la réalité, mais ça donne une idée. C'est pas négligeable, on peut pas le refuser parce que c'est un travail, c'est une lecture peut-être un peu avec une sorte de trivialité dans l'exercice.
Mais en tout cas, voilà, donc, voyage immobile. Et dans ce voyage, ne serait-ce que au niveau des mots, on utilise des mots, on voyage avec les mots. On se déplace d'un concept à un autre, d'une image à une autre, d'une phrase à une autre, on se déplace d'un pôle à un autre, on s'inscrit dans une tradition où on essaie de rompre avec une tradition, on intègre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, ou plutôt on manifeste son rejet. C'est un déplacement, c'est un voyage. Et quand on voit que les mots sont là depuis un moment, en tout cas sous leur forme actuelle, ils sont là au moins depuis peut-être un siècle. C'est déjà beaucoup. Donc on fait un voyage dans le temps quand on utilise un mot, une expression qui a vu le jour il y a déjà un certain temps et qui a été utilisé par moult et moult générations. Ce qui fait que là, on s'inscrit dans une sorte de tradition, de filiation, d'antériorité souvent assez conséquente. Donc là, c'est un voyage peut-être lié au passé, mais c'est un voyage tout de même. Donc le voyage immobile n'est en aucun cas un voyage, presque, j'allais dire, stérile. Non, il n'est pas stérile. Ça me rappelle quand les Brésiliens parlent le français, ça fait stérile. Le H, comme on dit, j'ai oublié comment on dit. En tout cas, le stérile, c'est à quel point on appartient à sa langue première, et cela ressort quand on essaie de parler une autre langue. Moi qui ai des problèmes avec ma langue première qui me force à parler le français dans un certain registre, ce que je refuse, ce que je conteste, ce que je n'accepte pas. Donc le voyage, voilà, c'est dommage que la prise de parole, je sais pas, j'aurais envie de parler tout en faisant quelque chose, mais je sais pas pourquoi. Je n'arrive jamais à faire autre chose pendant que je fais cette prise de parole. Les prises de parole, j'aimerais les faire de façon détachée, sans réellement faire des gestes et moult gestes. Ça sert à rien. Pourquoi tous ces gestes là? Ça sert à que je veux créer une sorte de dynamique. Je veux accrocher par la gestualité. Je veux offrir quelque chose parce que je ne montre pas mon visage. Mais qu'est-ce que vous auriez fait de mon visage? Vous l'aurez contemplé, vous l'aurez trouvé peut-être comme ci ou comme ça. Oui, mon visage, c'est mon visage. Même moi, je cherche pas trop à le voir. Je passe pas mon temps à me regarder. Pour moi, c'est un pis-aller. C'est comme ça. C'est la biologie, c'est l'hérédité, c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je sais pas mon visage. Même moi, je suis plus que mon visage, ou moins que mon visage. Il faut pas confondre. C'est vrai que beaucoup de choses qui me sont propres viennent de ce visage, parce que ça dépend comment on vit avec, si on l'accepte ou si on l'accepte pas, si on en fait un problème ou pas. Donc un voyage immobile, c'est voyager peut-être d'un espace, symbolique à un autre, d'un espace d'interrogation à un autre, un espace d'interprétation à un autre. On passe d'une discipline à une autre. On est dans la psychanalyse et d'un seul coup on bascule
on bascule dans la sociologie, on pourrait basculer aussi dans autre chose. Ce n'est pas du tout rare que l'on soit un peu, que l'on se promène, que l'on fait son marché, que l'on compose un bouquet avec des considérations, avec des emprunts, avec des, ainsi que j'utilise un concept purement psychanalytique. Alors là, je suis du côté, alors je deviens une sorte d'officiant dans ce domaine-là. Je sais pas à quelle école je pourrais appartenir, et ça ne m'intéresse pas du tout. Lacanien, freudien, je sais plus quoi, c'est pas du tout dans mes intentions, d'ailleurs, même pas de savoir pourquoi il y a des écoles. Ça m'intéresse en aucun cas. Pour moi, c'est un ensemble d'hypothèses, c'est un ensemble d'outils plus ou moins en capacité de servir. Donc voilà, le voyage immobile, c'est je suis là, et en même temps, je ne suis pas là. Une partie de moi est là, mais il faut surtout pas penser que je suis fondamentalement fixé à ce siège, même si physiquement je suis fixé à cette place. Souvent, c'est la même. Au bout d'un moment, il pourrait y avoir une sorte de cercle, voilà, parce que mes fesses vont s'imprimer dans la matière qui compose mon assise. Je me suis toujours posé la question, je vois une forme ronde, je me dis les chaises à l'université, je me dis les chaises simples, je sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est un feuilleté de choses, et un feuilleté de couches de bois, et je me suis dit, est-ce que la chaise, je me suis toujours demandé, est-ce que la chaise, elle était comme ça à la livraison, ou est-ce que, à force de subir le poids moyen d'une personne, alors 60 kilos, 70, 50 et quelques, ça dépend. Donc, est-ce que c'est ça qui fait par s'imprimer dans le bois des chaises? Mais bon, voilà, on s'imprime un peu, on imprime notre marque, si je puis dire, dans le temps, en tout cas, pendant un certain temps. On est là et on a l'impression que d'une certaine façon, on impose notre être au temps. C'est vrai qu'on impose notre être à la langue, en tout cas, à certains mots. La façon qu'on a de les plier à notre volonté, de les faire, de les rendre en capacité de nous servir. Quoique, on est là encore une fois dans la reproduction, il n'y a pas d'utilisation première, il n'y a que des reprises. Donc, le voyage immobile, bien sûr, il est toujours intéressant de s'inscrire. C'est vrai que voyage au bout de la nuit, après, on commence à le lire, et puis, moi, j'ai pas continué. Voyage au bout de la nuit, ça raconte, voilà, une histoire. Est-ce que le mieux pour parler du voyage immobile, ce qu'il faudrait raconter une histoire, faire venir des personnages, et un décor, une époque, des événements, etc., etc., et faire en sorte que les personnages se rencontrent, fassent des choses ensemble, se télescopent, se croisent, se rentrent dedans, s'interpellent,
se mettent à se mettent un peu à s'échauffer, voilà, la tension, la rivalité, le combat, la lutte, voilà, toute société, évidemment, est l'espace idéal pour les jeux de pouvoir et autres jeux encore. C'est ça l'intérêt. Donc, hier, j'ai parlé de quelqu'un qui n'est plus là depuis déjà 2 ans à peu près. Il m'avait parlé d'Italie. Ça me fait un peu bizarre de cette passion pour l'Italie, passion française pour l'Italie, pour peut-être pour la campagne italienne. Je sais pas quelle est cette campagne. J'ai oublié, qui est si prisée par les gens. Alors j'ai oublié, parce qu'il s'agit d'une région. Toscane peut-être, la Toscane. Les gens y vont pour vivre un peu à la campagne, mais tout en préservant un certain niveau de vie, voilà. Donc ils ont les moyens, donc ils se payent des vacances. C'est vrai, si je pense à lui, je voyage. Je l'accompagne en Italie, je l'accompagne peut-être pendant juste quelques heures, juste jusqu'à peut-être avant qu'il monte dans l'avion, ou alors avant qu'il descende de l'avion. Peut-être que je peux faire un peu plus et l'accompagner jusqu'à ce qu'il arrive sur le pas de la villa qu'il aurait louée. Je pense pas qu'il ait eu une propriété là-bas en Italie, mais voilà. Donc, je suppose une belle maison, un beau cadre végétal, un environnement propice finalement à des sensations de bien-être sans équivalent. C'est vrai qu'on se débarrasse pas de soi parce qu'on change de cadre. Mais pendant un certain temps, on n'est pas tout à fait dans le quotidien et dans une certaine, comment dire, et dans la répétition la plus, il y a du changement. Alors, le temps de s'habituer à la maison, le temps de trouver ses marques, le temps de commencer, et voilà, s'approprier un peu le lieu. Et voilà, on découvre. On est là à découvrir tel massif de fleurs, tel arbre. Alors on peut se poser des questions. Il y a là peut-être un bel olivier, ou peut-être un autre arbre. Et je n'ai pas d'idée là sur le moment. En tout cas, c'est pas l'olivier qu'on va mettre devant, hein, c'est pas vraiment ça. On va mettre d'autres arbres, pas un palmier, non, mais quelque chose qui va encadrer, et un peu comme si les arbres pouvaient donner une sorte d'élan vers le ciel à un bâtiment. Ils l'inscrivent dans une sorte de mouvement vertical. Ils l'encadrent un peu comme des sentinelles aussi. Voilà, les arbres servent à donner un bel écrin à une demeure, voilà, qui est déjà une belle demeure entretenue, mise en valeur, évidemment. On n'est pas là, c'est sérieux. C'est un patrimoine et c'est une source de revenus conséquente, donc il faut. Voilà, donc l'Italie
est lié dans ma tête à cette personne. Elle n'est pas liée à la Casa de Médicis, elle n'est pas liée à Casa de Velasquez, elle n'est pas liée à l'histoire de l'art, elle n'est pas liée aux églises, elle n'est pas liée au Quattrocento, elle n'est pas liée à, je sais pas, et pourtant, j'en ai visité, évidemment, indirectement, j'en ai visité des églises, et j'en ai fréquenté des peintres. Et, mais non. Ce qui me reste, c'est quelques phrases que la personne m'a dites, qu'il allait passer, soit il m'a dit qu'il allait passer cet été en Italie, soit qu'il passait ses étés en Italie. Il ne les passait pas en Turquie, l'ancien Byzance, à Istanbul, l'ancien Byzance. Il ne les passe pas dans la campagne anatolienne, il les passe en Italie. Il ne les passe pas en Albanie. Bon, l'Albanie, un peu spécial comme pays, même après, même l'Albanie d'après Hoxha, Enver Hoxha. Donc Hoxha, c'est un titre. Donc Hoxha, c'est peut-être un titre de noblesse ou un titre honorifique. En tout cas, ça doit vouloir dire celui qui a fait le pèlerinage. Hajj, Hoxha. Hajj, mais en tout cas, ça fait notable. Donc quelqu'un qui a les moyens, à une certaine époque, il fallait en avoir. Et voilà, donc c'est un voyage. Ah, c'est un voyage qui ne coûte rien, ni physiquement, ni mentalement. C'est un plaisir, et en plus, c'est un voyage qu'on fait l'été. La belle saison. La saison qui nourrit votre esprit. Évidemment, le printemps aussi vous nourrit. Mais l'été, l'été, c'est quand vous pouvez vous protéger de la chaleur, quand il y a de la chaleur et qu'il y a le contraste fort entre la nuit et le jour, entre le matin et le reste de la journée. Vous êtes un peu harassé par le soleil, mais vous aimez ça. Vous aimez ce soleil, vous aimez cette chaleur, vous aimez cette pression de l'air, vous aimez peut-être tout ce que l'été laisse entrevoir. Les beaux fruits, la sorte de profusion, voilà, de choses juteuses et mûres à souhait, voilà, l'été, le printemps, c'est un peu trop tôt. Et c'est le moment où les choses commencent à émerger. Mais le printemps, c'est pas toujours très sûr comme saison. Ça peut être assez pluvieux, assez maussade, alors que l'été, et l'été en Italie, en Toscane, je sais pas si je pourrais ajouter Lombardie, mais j'oserais pas. Donc, fondamentalement, carnet du voyage immobile comme carnet du mouvement, en fait presque immobile. Je bouge avec une partie de mon corps, mais le reste est immobile. C'est le couple mobilité-immobilité qui fonctionne de façon simultanée. C'est vrai, une capacité qu'on a qui peut quelquefois nous servir et quelquefois nous desservir. C'est la capacité à faire avec une sorte de facilité déconcertante de faire des voyages dans le temps. Voilà. Et on ne fait des voyages que dans le temps passé, contrairement au voyage dans le temps qui peut être dans les deux sens. Nous, on est condamné à faire un voyage dans le temps. Et si on essaye en arrière, dans le temps passé, et si on essaye, par exemple,
il y a comme une sorte d'impossibilité, même possibilité théorique même. On est empêché. Une personne morte, elle est morte. Elle est morte dans le présent, elle est morte dans le futur. Par contre, elle est vivante dans le passé. C'est là qu'on peut lui rendre visite, c'est là qu'on peut la côtoyer, l'approcher, la sentir, peut-être l'aimer, peut-être faire des choses avec elle, jouer avec elle, un peu s'engueuler avec elle, voilà, lui déclarer des tas de choses, voilà. Alors, simplement on est... de quoi on est fait? Voilà une question. Qu'est-ce qui nous compose? Quelle est finalement, de quoi est faite notre substance? On est fait de rêves, on est fait d'une attente qui se prolonge. C'est peut-être ça, ce qui nous habite le plus, ce qui est vraiment le plus présent. On attend. C'est vrai, le voyage, souvent, quand on fait des voyages immobiles parce que on est victime de cette propension que nous avons à l'attente, cette tendance que nous avons à reporter, à attendre le bon moment. Le voyage est une sorte d'aventure. Voilà, donc je ramène le voyage immobile, évidemment je le mets, voilà, je le confonds avec l'expérience intérieure. Le voyage immobile, c'est le lieu, c'est l'endroit pour faire des expériences, des aventures intérieures. Voilà, un voyage à l'intérieur de soi. Là, soit c'est comme ce que je suis en train de faire maintenant, même si ce n'est pas la totalité de ma réalité. C'est une partie de moi et moi, peut-être, c'est la seule partie à laquelle j'ai accès. Et le reste, ben, j'ai pas les mots pour y être, pour en parler. Simplement, j'y ai pas accès. Ma réalité, je ne la possède pas en totalité. Donc, on découvre avec les voyages immobiles, on découvre des choses sur soi. Peut-être qu'on peut pousser un peu jusqu'à dire qu'on découvre des choses sur les autres. On découvre que les autres, on découvre que les autres nous laissent un peu, comment dire, dans une sorte de, on ne sait pas si on qualifie dans un sens, il y a le risque de se tromper, donc de surréagir, parce que on est impliqué, on se sent un peu très concerné, donc on va appliquer un jugement sévère. Mais on ne sait pas ce que c'est que l'autre, comment on ne sait pas ce que c'est que d'être soi déjà. Donc simplement l'autre, si c'est l'autre, c'est celui qui peut vous étonner dans le bon sens, comme il peut vous décevoir, mais vous décevoir de façon totalement, j'allais dire, ahurissante, à quel point l'autre peut vous laisser presque sans réaction. C'est ça ce que tu penses de moi, c'est ça ce que, voilà, t'as toujours pensé de moi.
il y a eu un moment, voilà, comme ça, petit moment, quelqu'un m'avait dit, toi tu caches quelque chose. Toi, tu caches, alors je sais pas je n'ai pas demandé ce que c'est. Donc je me suis dit, obligatoirement, comme moi, je sais pas si c'est un rapport direct, mais moi, il y a Colette qui avait un jour dit, voilà, qui s'était mise à jouer de la musique, ou du piano peut-être, et ça a créé l'étonnement auprès des gens qui la connaissaient, mais elle leur a dit quelque chose comme il faut savoir garder quelques surprises, voilà. Donc je me suis dit, cette personne, elle s'attend peut-être à ce que je la surprenne, je sais pas, par quelque chose que je pourrais faire en cachette, voilà. Ça m'a poussé à écrire tout un carnet de presque une centaine de pages. Donc un cahier, pas un carnet, un cahier, et voilà que je lui ai envoyé. Je me suis dit, évidemment la réaction première, c'est qu'elle savait pas, elle avait du mal à déchiffrer mon écriture, voilà, simplement, comme dans cette situation presque tragicomique dans laquelle les gens vous disent mais vous êtes trop compliqué, vous réfléchissez trop, vous posez trop de questions, presque elle pourrait conclure en disant vous êtes tourmenté, vous êtes un peu instable, vous pourriez continuer encore à dire vous êtes dérangé, voilà. C'est ça il y a des vérités dont on peut très bien se passer totalement et jusqu'à la fin même des temps. Pas la peine, t'as pas réussi à me lire, et alors? C'était bien l'effort que t'as fait, c'était un effort considérable. Donc cette personne qui m'a dit cette chose-là a dit la même chose à propos de quelqu'un qui vivait dans la rue, un peu quelqu'un qui occupait peut-être 2 mètres carrés, voilà, qui s'était réfugié pendant des années, contre un mur, voilà, au milieu d'un espace universitaire, et des années, il a dormi là, il a fait sa cuisine là, il a tout fait là, il a vécu là pendant des années. C'est extraordinaire, et personne n'a jamais, je sais pas, les gens le voyaient, et moi aussi. Donc, cette personne m'a dit, lui aussi, il doit cacher quelque chose. Bien sûr, on a tous des légendes sur les fous, sur les personnes un peu à part, qui auraient une sagesse, qui auraient, voilà, qui seraient des sortes presque de fous géniaux ou de fous vraiment très presque. Ce ne sont pas des fous, mais ce sont des gens plutôt qui qui seraient arrivés à un certain degré de conscience d'eux-mêmes. En fait, la vie, ils ne font pas dans l'apparence, ils ne font pas dans le matu-vie, ils vivent. Mais pourtant, donc, l'autre vivait difficilement quand même. Donc, quand il faisait chaud, il devait avoir chaud. Quand il faisait froid, il devait avoir froid. Donc, en toute saison. Et c'est uniquement parce qu'on a construit, on a tout pris, tout cet espace pour construire une école d'économie, voilà, que de ce fait-là, il s'est retrouvé dépossédé de son lieu de vie, qui aurait pu être son lieu de mort. Donc les gens, ils vous proposent une sorte de petit voyage, comme une excursion, voilà. Ils vous disent, voici une carte, voici la carte du trésor. Si tu sais bien la déchiffrer, tu risques d'être agréablement surpris par ce que tu vas découvrir.
Et on se rend compte qu'en fait, la carte, il la distribue à tout le monde. Voilà, cette excursion, il la propose au premier venu. Donc, il n'y a pas là... Donc, le voyage immobile, les carnets du voyage immobile, et justement, j'avais envie de travailler sur une idée que j'avais envie d'appeler Station quelque chose. Ça existe déjà en titre de film, et on se rend compte que les films, évidemment, sont extraordinaires au niveau des titres. Peut-être pas au niveau de l'histoire, au niveau du traitement, au niveau de la réalisation, mais au niveau des titres, ils offrent énormément de possibilités pour celui qui veut performer au niveau oral. Donc, le station 19, pour moi, c'est la station terminale, voilà, la station du malheur, le jour du malheur, c'est le 19. Et donc, station 19, c'est l'endroit où on arrive et on est confronté à une tragédie d'une ampleur jusque-là insoupçonnée, voilà. Et en fait, ce va-et-vient, cette circulation, souvent le voyage mobile, il sert un peu à, il sert à supporter les moments du voyage, à faire en sorte d'avoir de la matière pour faire des voyages immobiles, ou alors c'est vice versa. En tout cas, on ne peut pas se contenter des voyages immobiles, comme on ne peut pas se contenter uniquement des voyages mobiles. À un moment, la matière qu'on a engrangée, et on doit la digérer, on doit l'exploiter, on doit faire quelque chose avec. Alors on fait pendant des années, les gens faisaient des photos, faisaient des diapositives. Aujourd'hui, c'est autre chose. Voilà une manière d'utiliser. Donc, on propose à quelqu'un une séance de voyage immobile. Tiens, et les gens supportent, et, j'allais dire stoïquement, ce moment-là de sociabilité imposée. Et voilà donc c'est ça la chose. Alors le voyage immobile, c'est un peu le lot de beaucoup de gens aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'à d'autres moments de l'histoire, voyager c'était prendre un énorme risque. D'ailleurs les vagabonds étaient très mal vus, ils pouvaient être châtiés de façon assez comment dire, extrême, voilà, ils pouvaient être pendus à l'entrée des villes, voilà, pour servir d'avertissement, pour empêcher, voilà, vagabonder, ce n'était pas possible. Voyager, ce n'était pas possible. Il fallait avoir une raison, comme aujourd'hui pour le confinement, il faut avoir une raison pour être dehors, pour pouvoir avancer, pour pouvoir marcher, tout simplement. Donc, et puis, on imagine une sorte de géographie morcelée, un territoire séparé les uns des autres, et la personne née dans un lieu, ben elle était condamnée à demeurer dans le même lieu, parce que si elle allait un peu plus loin, et obligatoirement, elle pourrait recevoir un mauvais accueil, parce que pourrait lui demander la raison de sa présence dans ce lieu qui n'est pas le sien habituel. Après, il y a la fonction des marchés, etc., qui permettent justement, et c'est le commerce, la fonction du commerce, justement, qui donne une raison légitime d'être présent dans un territoire qui n'est pas le sien habituel. Je viens vendre ou je viens acheter. Voilà.
Donc voyage immobile, carnet du voyage immobile. Et comme si, évidemment, on est en voyage dans la vie. Nous composons voyage, ils sont d'une certaine façon comme la Terre qui semble stable et qui semble presque arrêtée. La Terre se déplace par rapport au Soleil, par rapport aux autres corps célestes, par rapport à la galaxie, centre galactique, tout ce que l'on veut. Il y a un déplacement. Il y a un déplacement. En fait, il y a concomitamment plusieurs déplacements. Donc la Terre se déplace sur une sorte de cycle très très long autour du Soleil, et puis ce qui lui permet de se retrouver éloigné, plus éloigné. Donc là, on a les aires glaciaires, et puis quand elles se rapprochent, évidemment, comme aujourd'hui, on vit dans une ère interglaciaire. Et voilà, donc les choses sont comme ça. Après, le Soleil lui-même tourne et il y a plusieurs comme ça mouvements. Donc, on est soit il y a un perpétuel mouvement d'acheminement des nutriments, etc. Le corps n'est pas du tout fixe. Il y a, c'est en apparence que c'est immobile, mais il est en perpétuel mouvement. Donc le mouvement, et puis le crâne, l'endroit supposé être l'endroit le plus quelque part le maître, le régisseur, le marionnettiste, celui, ben le cerveau, lui, il ne cesse de nous faire voyager. Alors c'est par rapport à vu de l'extérieur, il se passe rien. Et pourtant, en réalité, ben on n'est pas, on n'arrête pas, on est comme ces enfants, comment dire, hyper dynamiques ou hyper actifs. Voilà, il y a une suractivité, et cette activité, ben, elle consiste à se déplacer. Jamais, alors, souvent on fait qu'approcher de quelque chose, puis on l'abandonne pour aller ailleurs. Toujours. Donc le voyage immobile, le carnet du voyage immobile, quelquefois je me déplace, je m'approche de quelqu'un, puis je dis zut, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis presque, je me suis approché, presque à toucher la personne. Je pourrais, elle ne s'en rend pas compte que je suis là, évidemment. Mais moi, je sais, je vois, j'arrive, j'ai vraiment, et puis je me rends compte que je devrais pas être là, parce que j'ai pas envie d'être là. Et pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'attends de cette personne? Pourquoi me suis-je déplacé jusqu'à elle? Et un peu le voyage immobile, c'est un peu la transcription, quelquefois c'est un peu le brouillon du voyage mobile, mais quelquefois c'est le voyage que l'on fait parce qu'on ne peut pas faire l'autre. On fait un voyage immobile parce qu'on n'a que ça. C'est vrai que je vais te rendre visite, peut-être je rends visite à toi d'il y a 40 ans, c'est quand même fort. Au moins, je suis sûr de te reconnaître. La personne que j'ai rencontrée il y a 40 ans, je me souviens relativement bien. Pas de tous, mais toi, par exemple, ben, je t'ai pas oublié. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, si je te rencontre, ben, je pourrais avoir la difficulté. Mais là, dans le passé, c'est clair que
Donc, carnet du voyage immobile, et c'est pas évident, malgré tout. Ça paraît facile. Une fois qu'on a mis en place les éléments un peu presque, comment je pourrais dire, qui vont de soi, quoi. Après, on a du mal. Et là, je me retrouve pas tout à fait, je sais pas, il y a quelque chose je me sens fatigué, je sais pas pourquoi. Je me sens, pourtant j'ai pas fourni d'efforts intellectuels. Bon, aujourd'hui, j'ai parlé 1 heure, mais après, bon, c'est pas ça. C'est vrai, au voyage immobile, on va de déception en déception, et on est confirmé dans l'idée, dans une sorte de pressentiment, ce pressentiment qui devient de plus en plus fort, qu'on est seul à faire face. Alors j'ai beau convoquer les morts, je trouve que les morts, ils répondent à mes convocations. Là, les morts, peut-être qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais je remercie les morts de leur promptitude et de leur, de leur célérité à venir. Dès que je fais appel à eux, ils apparaissent. Aucun problème. Alors, je peux l'exprimer de façon très claire ou de façon un peu moins claire. Le message passe toujours. Donc, les morts, c'est vrai, ils commencent à être nombreux. J'ai des tas de morts à mon actif. Si Dusselier, ça fait pas longtemps, donc ça fait que depuis hier, et je l'ai ajouté à ma galerie de morts. Il est là. Mais par contre, les vivants, en fait, je pourrais dire, en poussant un peu, là, je préfère qu'ils soient morts, comme ça je peux les convoquer. Je peux les avoir avec moi. Mes vivants, ils n'arrêtent pas de m'échapper. Ouais. Alors, déception, c'est pas très grave, finalement. Je vais quelque part, je trouve pas ce que je cherche, mais c'est pas grave. D'ailleurs, ce que j'étais parti chercher, finalement, c'est pas si important que ça. Une chose, d'ailleurs, c'est ça, c'est un paradoxe. On cherche à briser, en fait, cette chose que l'on sent en soi, ce besoin est presque impossible à contrecarrer, à freiner, à dominer des gens. Pourquoi faire? Et alors quand on arrive, d'une certaine façon, à la faveur d'un concours de circonstances bien mystérieux, on arrive à s'affranchir de tous. C'est extraordinaire. C'est pas donné au premier venu. C'est une réalisation. C'est une ultimité. Presque un absolu. L'absolu, et voilà. Personne n'est là pour vous tenir un raisonnement, pour essayer de vous convaincre d'une chose qui ne vous convient pas. Ne me dis rien, j'ai besoin de rien entendre. J'ai pas besoin de t'entendre, j'ai pas besoin que tu me donnes ton point de vue, que tu me juges. J'en ai assez déjà pour tenir. J'ai été jugé, ça me suffit, j'ai entendu, quelquefois j'ai été forcé d'écouter des choses. Aujourd'hui, je suis indépendant, pas autonome,
indépendant. C'est encore mieux, une indépendance totale que j'assume totalement. J'ai pas besoin de toi. Comme je pourrais être j'ai toujours considéré l'extérieur comme devant être assez plaisant. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le cadre. Ce qui m'intéresse, c'est le mouvement. Je me déplace. Me déplacer, pouvoir continuer de me déplacer, d'avoir de l'espace devant moi, d'avoir un chemin devant moi. Et après qu'il y ait des arbres, qu'il n'y ait pas d'arbres, qu'il y ait de la verdure, qu'il n'y ait rien du tout, un paysage minéral dans lequel qui n'offre rien, aucune finalement rien pour que l'œil puisse à un moment donné, voilà, se régaler d'une certaine façon. Il n'y a rien. Bien sûr, un paysage minéral, c'est extraordinaire. Ça raconte énormément de choses. Ça raconte. Et ça raconte comme ces dunes qui se déplacent et elles laissent voir des choses qui étaient cachées depuis des centaines, voire des milliers d'années. Là, on découvre les vestiges d'un campement humain, voilà, ou d'un être qui a vécu il y a des millions, voire des centaines de millions d'années. Voici le minéral, il en a à raconter. Il en a plus à raconter que le végétal d'ailleurs. Donc le minéral, il faut savoir le regarder, il faut savoir presque l'écouter. Le minéral, il ne s'exprime pas sous un seul aspect. Le minéral est divers, tandis que la nature, elle est assez, quelque part, c'est le vert, et puis le minéral, il se déplace, mais tous les minéraux ne se déplacent pas à la même vitesse. Il y a des minéraux de toute nature, il y a des minéraux qui ont des milliards d'années, puis d'autres qui ont que quelques milliers d'années derrière eux, ou quelques centaines de milliers. Ce n'est pas du tout le même ordre d'ancienneté, quoi. Donc, voilà, la preuve que ce voyage immobile est faisable et est une réalité, c'est que j'ai pu l'installer pendant à peu près 1 heure maintenant, et cela est une preuve. Voilà. Parce que même si je suis pas dans les meilleures des formes et que je ne vais pas pouvoir continuer longtemps, mais oui, voyage immobile pendant lequel je pourrais revenir à ma première rencontre avec l'alphabet. Et c'est une chose que de rencontrer l'alphabet et quelque temps après d'accéder à un texte dit fondateur, dit référentiel, dit plein de choses. Voilà. Entrer dans le monde, mais ne pas entrer en empruntant des choses faciles, entrer directement dans le très grand, l'immense, dans l'époustouflant, dans le phénoménal de l'oralité, phénoménal
du récit, le phénoménal du langage, le phénoménal des mots. Simplement être là et déjà contact avec une esthétique, avec un rythme, avec des sonorités, avec les échos que le texte laisse en vous quand vous l'interprétez, quand vous essayez de l'intégrer, de l'intérioriser, et vous l'apprenez, vous continuez, vous vous acharnez sur les mots pour les faire rentrer de force en vous. Peut-être vous voulez devenir les mots eux-mêmes. Vous voulez faire une sorte de transfert. J'apprends le monde et pas de la façon la plus simple. J'apprends le monde alors que je n'ai pas la capacité de le faire. Et pourtant, et quelle initiation! Il n'y a pas eu d'initiation, il y a directement, j'ai été plongé dans le complexe, plongé dans la totalité, plongé dans le mystère, plongé dans le trop grand, le trop puissant, le trop envahissant, le trop présent. Voilà, donc j'ai essayé de tenir un peu pour arriver à l'heure. Donc j'ai ajouté ce petit moment. Après, je sais pas si je pourrais rajouter autre chose. On ne sait pas quoi dire, d'une certaine façon. Souvent, qu'on fasse un voyage mobile, un voyage immobile, on est souvent réduit à faire de l'observation. On observe, on commente, on consigne, mais c'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas passer de l'autre côté et devenir véritablement un acteur, un participant, pour essayer de changer une réalité, la modifier ou carrément la remplacer par une autre. On connaît nos limites. On connaît un peu les marges de manœuvre que l'on a. On ne peut pas, si on ne fait que passer, on fera que passer. On s'attardera pas, on n'essaiera pas de s'ingérer dans les affaires qui ne sont pas les nôtres. Je fais que passer. Et alors je passe le plus discrètement possible. Donc voilà, le voyage, c'est vrai, comme on pourrait être souvent dans un wagon de train, chose que j'ai pas connue depuis une éternité, et on voit défiler, et souvent on voit défiler des choses. Alors, ce sont des espaces habités ou des espaces pas habités, juste cultivés, et puis on pourrait passer, et pendant ce moment-là, il y a des gens qui vivent des choses, voilà, assez fortes, et nous, on ne peut pas le savoir. On passe à côté d'eux sans rien savoir de ce qu'ils font, de ce qu'ils peuvent ressentir, quelle est leur vie, etc. On ne fait que traverser. Et alors, au niveau du voyage immobile, il y a des fois, on fait que traverser certaines sensations, certaines impressions. Cette chose, je ne l'habite pas vraiment. Et je ne peux pas me l'approprier.
Évidemment, je la vois, je prends connaissance de sa réalité. Mais entre nous, il y a un fossé. Voilà encore une fois les limites de ce que l'on, les limites qui sont les nôtres. Donc dans ce voyage immobile, voilà, donc je suis arrivé à 1 heure, j'arrête là, j'ai fait, mais j'ai pas bien fait, malheureusement pour moi. Je n'ai pas excellé dans cette prise de parole, mais c'est comme ça. Au moins je l'aurais tenté, quoi. À bientôt.